Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, au Sénégal, Karim Wade devra patienter jusqu'au 20 août pour connaître le verdict de la Cour suprême. Les avocats de l'ancien ministre ont déposé 7 recours afin de contrer l'arrêt rendu le 23 mars dernier par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Modification constitutionnelle en débat au Burkina Faso. Le Conseil national de transition a soumis au gouvernement un projet de modification de l'article 37 de la Constitution. Il s'agit là d'interdire au président de la République de rester plus de 10 ans au pouvoir. Et puis, réseau ferroviaire au Ghana, les autorités ont reconnu le manque d'investissement dans ce secteur stratégique de l'économie nationale. Nous verrons qu'Accra souhaite à présent inverser la donne. Mais avant de développer ces titres, sachez qu'au Mali, une attaque est en cours dans un hôtel de Sévaré, dans le centre du pays. L'armée est actuellement sur place. La zone a été bouclée par les forces maliennes qui tentent de déloger ces assaillants. L'hôtel pourrait avoir hébergé des ressortissants français, sud-africains et ukrainiens, selon le porte-parole de l'armée, Souleymane Dembélé. Pour l'heure, il y aurait au moins un mort. L'affaire Karim Wade cristallise l'actualité au Sénégal. La Cour suprême de Dakar mettant délibéré sa décision jusqu'au 20 août concernant les recours de la défense. Les précisions à Delage Ndiaye, notre correspondant à Dakar. La Cour suprême du Sénégal a mis en délibéré l'affaire Karim Wade pour le 20 août 2015. Les avocats de la défense espèrent que l'institution rendra une décision qui fera respecter leurs droits. Ces derniers ont boycotté l'audience de ce jeudi 6 août. Ils dénoncent les conditions d'organisation. Nous l'avons fait parce que nous nous sommes insurgés contre la parodie de justice. Nous sommes des auxiliaires de justice. Et il n'est pas question que nous cautionnions les parodies de justice. Nous devons aider à la manifestation de la vérité. Mais faudrait-il encore que les juges recherchent la vérité? Et non pas que les avocats soient là pour justifier effectivement des décisions qui probablement sont décidées ailleurs. Les demandes des avocats de l'accusé portent sur plusieurs points, dont notamment la récusation de l'un des juges de la Cour suprême qui était directeur de cabinet du ministre de la Justice du Sénégal à l'époque de l'investigation dans l'affaire Karim Wade. Encore une fois, ils cherchent à tromper l'opinion parce qu'ils comptent sur le verdict. Ils attendent le verdict parce qu'ils ont déposé leurs conclusions. Mais comme aussi ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner ce procès. Malgré la grande campagne internationale de dénigrement du Sénégal, malgré les nombreux avocats choisis dans les barreaux du monde, malgré la grande campagne d'information et de manipulation de l'opinion, le droit sera dit. Et comme nous avons le droit avec nous, nous savons que nous allons gagner. Les avocats de la défense ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils ne seraient pas présents lors du délibéré de la Cour suprême le 20 août 2015. Ces derniers comptent se tourner vers d'autres instances judiciaires africaines et internationales pour avoir gain de cause. Va-t-on vers une modification de l'article 37 de la Constitution au Burkina Faso? La question se pose. Le Conseil national de transition vient de proposer au gouvernement burkinabé sa modification. L'objectif de cette législation étant de favoriser l'alternance démocratique. Les précisions d'Ibra Khadindiaï. Au Burkina Faso, le Conseil national de transition a soumis au gouvernement un projet de modification de l'article 37 de la Constitution de la 4e République. Cette modification, proposée par l'organe de transition, consacre l'interdiction d'exercer les fonctions de président du Faso pendant plus de 10 ans de façon continue ou discontinue. Pour l'institution, cette règle permettra de mettre les institutions à l'abri des forces politiques partisanes et des autres groupes de pression. C'est pour éviter la question du pouvoir à vie que nous avons connu avec M. Blaise Compaoré pendant 25 ans. Il y a aussi la manne gouvernante et puis un certain nombre de propositions à faire. Et donc avec les députés du CNT, nous allons donner notre accord pour cette proposition et je pense que lorsque le gouvernement va déposer le projet, nous allons le voter à une très grande majorité. Pour les Burkinabés, toute modification qui aide à une meilleure clarification de la vie politique et une bonne compréhension de la Constitution est la bienvenue. La nouvelle modification n'est qu'une clarification de la disposition qui existe. La bonne lecture de l'article 37 tel qu'il est rédigé actuellement est normalement celle-là,
qu'un président de la République ne peut passer plus de 10 ans à la tête de l'État burkinabé. Et comme il y a eu des divergences d'interprétation de ce point de vue, le CNT a senti le besoin d'apporter cette précision. Il est vrai que l'esprit amené par le CNT est tout à fait conforme à la démocratie burkinabé, à la démocratie de façon générale, qui est mue par le principe de l'alternance démocratique, le principe du roulement des élites à la tête de l'État. Même s'il est vrai que sur le plan rédactionnel, on peut trouver une formule plus heureuse, l'objectif et l'esprit y est. Il est irréprochable. Donc le CNT a bien fait de préciser les choses de ce point de vue. Rappelons que d'autres modifications concernent l'institutionnalisation de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, et l'autorité supérieure de contrôle d'État. Nouvelle session de pourparlers en vue de la conclusion d'un accord de paix au Sud-Soudan. Elle s'est ouverte ce jeudi en Éthiopie et ce, dans un climat de défiance entre les représentants des deux camps. Les négociations sont, comme pour les 8 fois précédentes, dirigées par l'IGAD, l'autorité intergouvernementale est-africaine. On fait le point avec Graziella Tiakounté. Cette fois, sera-t-elle la bonne ? Une nouvelle phase de négociation pour une sortie de crise au Sud-Soudan s'est ouverte ce jeudi à Addis Abeba en Éthiopie. Des discussions, une fois de plus, considérées comme celles de la dernière chance, puisqu'elles s'appuient sur un document très complet pour mettre en place une transition pacifique. Les belligérants ont jusqu'au 13 août 2015 pour accorder leur violon. Et si tous sont unanimes quant à l'urgence de restaurer la paix, chaque camp se rejette la responsabilité de la situation actuelle. Ce sont des États que la rébellion armée cherche désespérément à reprendre militairement. Et dans la poursuite obstinée de cet objectif, la rébellion nous a causé la perte de nombreuses vies précieuses, à la fois au sein de la population civile et des forces militaires. Je tiens à porter à l'attention des médiateurs et des parties prenantes du Sud-Soudan que je négocie avec un gouvernement qui a perdu sa légitimité depuis le 8 juillet 2015. Par conséquent, il ne peut continuer à prétendre à une légitimité pour mériter cet avantage spécial dans le partage du pouvoir. En un peu plus d'un an, 7 accords de cessez-le-feu ont été signés puis violés. Les négociations entre le camp gouvernemental et celui de Riek Machar butent sur un accord de partage du pouvoir. À ce sujet, l'IGAD, l'organisation intergouvernementale est-africaine en charge de la médiation, appelle les protagonistes à privilégier l'intérêt des populations à l'heure où la situation humanitaire ne cesse de se dégrader. Je demande instamment à mes frères et sœurs du Sud-Soudan de reconnaître que ceci est une crise interne. Elle doit être résolue en interne et pas en externe. Nous vous exhortons donc à internaliser cette crise en ce jour même. Malgré le soutien de la communauté internationale à l'égard de l'IGAD pour assumer une médiation plus solide, il semble que l'on soit encore loin d'un compromis. Les négociations ont jusqu'à présent été le théâtre de belles déclarations d'intention. Encore faudrait-il les mettre en application pour aboutir à un accord de paix, l'ultimatum ayant été fixé au 17 août 2015. $1 milliard, c'est la somme dont le gouvernement ghanéen a besoin en vue de développer son réseau ferroviaire. Un secteur stratégique de l'économie ghanéenne, le transport ferroviaire souffre pourtant d'un manque d'investissement. Les précisions à Dalion Guindo, commentées par Ibrahim Ndiaye. Le Ghana veut moderniser son réseau ferroviaire. C'est ce qu'a annoncé la ministre des Transports ghanéen, Dzifa Akouativor. Pour cela, le gouvernement ghanéen estime avoir besoin d'$1 milliard. En effet, depuis 2008, l'activité ferroviaire ghanéenne est en baisse à cause d'un manque d'investissement. Bon, la problématique qui nous intéresse ici là concernant le Ghana qui se propose de développer le transport ferroviaire à l'intérieur de son économie est une problématique qui est très importante dans la mesure où le ferroviaire, si vous voulez, va contribuer à désenclaver l'ensemble de l'économie ghanéenne, permettre un transport beaucoup plus facile des marchandises et des échanges à l'intérieur du pays. Donc, la démarche du Ghana est une démarche qui est une démarche relativement importante dans la mesure où le Ghana sait que sur le marché international, l'économie ghanéenne a des fondamentaux qui sont, si vous voulez, sur le long terme, relativement
stable. Malgré le coût excessif des travaux de modernisation des chemins de fer, un tel investissement pourrait être bénéfique pour l'économie ghanéenne. En plus de pouvoir faciliter les flux commerciaux à l'intérieur du pays, un réseau ferroviaire moderne permettra de relancer les activités industrielles. Dans nos pays, nous savons très bien que les matières premières qui sont exploitées ont besoin, si vous voulez, des moyens de transport lourds. Que les investissements sont très lourds dans le ferroviaire, comparé, par exemple, si vous voulez, à l'industrie portuaire, comparé aux routiers, c'est-à-dire les transports terrestres, là où vous avez des investissements qui sont lourds mais sensiblement accessibles. Quand vous faites une installation portuaire, vous avez installé un port, c'est vrai que vous aurez besoin de le draguer en permanence, mais pour pouvoir construire un chemin de fer, le rail est beaucoup plus cher. Donc c'est une des raisons pour lesquelles en Afrique, nous n'avons pas, si vous voulez, développé ce mode de transport-là. Mais c'est un mode de transport qui est adapté par rapport aux industries lourdes qui sont opérées en Afrique. Pour mobiliser les fonds, le gouvernement ghanéen a engagé des discussions avec de potentiels investisseurs. Cependant, l'inflation économique du pays, qui a atteint 17,5% depuis le début de l'année, ne facilite pas les choses. Un sujet commenté par Arwa Barkala. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.